Bonjour à Euh, tous. Donc, je bonjour. suis Alice Play. Je suis anesthésiste réanimateur à la Croix-Rousse à Lyon depuis un an maintenant. Et je remercie tout d'abord la docteure Fanny Boons pour m'avoir conviée à ce pop-art conférence d'experts en anesthésie et au docteur Paul Bousquet de bien vouloir modérer cette session. N'hésitez pas à me dire si je perds mon micro en cours de route. Ça peut m'arriver. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anesthésie de l'insuffisance cardiaque en chirurgie non cardiaque. Tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et je vais tout d'abord vous refaire un petit point sur l'insuffisance cardiaque chronique. Il y a des recommandations qui sont parues en 2021 de la Société européenne de cardiologie. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas familier de l'insuffisance cardiaque chronique, que ça a quand même un peu évolué, en tout cas pour ma part, depuis le moment où j'avais été sur les bancs de la fac de médecine à aujourd'hui. C'est quelque chose qui a un peu évolué. Alors, comment on diagnostique une insuffisance cardiaque? Eh bien, tout d'abord, c'est devant une association de facteurs de risque cardiovasculaire, de symptômes ou de signes d'insuffisance cardiaque et ou un ECG anormal. Devant cette suspicion clinique et électrocardiographique, on va pouvoir doser les petits natriurétiques. Donc, selon ce que vous avez à disposition dans votre établissement, le NT-proBNP ou le BNP. Et si jamais ils sont négatifs, eh bien dans ce cas-là, il est fort peu probable que vous ayez une insuffisance cardiaque aiguë, il faut considérer une insuffisance cardiaque et il faut considérer un autre diagnostic. Si malgré le fait que vous n'ayez pas des peptides natriurétiques qui sont augmentés, mais que vous suspectez quand même fortement une insuffisance cardiaque, ou alors vous ne pouvez pas les doser dans votre établissement, dans ce cas-là, vous allez réaliser une échocardiographie. Et dans tous les cas, si vous suspectez l'insuffisance cardiaque, vous allez la réaliser, puisque c'est ça qui va vous permettre de classer l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, elle va être classée en fonction de la fraction d'éjection que vous allez mesurer, évaluer à l'échocardiographie en 3 catégories. Une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, modérément altérée et préservée. Donc ici, vous avez à synthétiser, issu de ces recommandations de l'ESC, le diagnostic donc des 3 types d'insuffisance cardiaque. Donc, si vous avez des symptômes et ou des signes associés à une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%, vous êtes dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Ensuite, vous avez de la catégorie moyennement altérée, 41-49% de fraction d'éjection. Et puis, vous avez la catégorie à fraction d'éjection préservée. Et donc là, vous allez avoir besoin de diagnostics complémentaires, bien sûr. Donc ça peut être une augmentation, par exemple, des pressions de remplissage, une augmentation des peptides natriurétiques. Et c'est bien important de garder cette catégorie en tête parce que c'est pas parce qu'on a une fraction d'éjection normale qu'on n'est pas insuffisant cardiaque. Donc ça, il faut vraiment vous le mettre en tête quand vous allez évaluer vos patients en préopératoire. C'est pas parce que mon patient il a un FEVG normal qu'il n'est pas à risque d'insuffisance cardiaque. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois que vous allez voir ce patient en consultation, vous l'avez étiqueté cette fois insuffisant cardiaque chronique. Et là, je me suis mis dans le cas de figure qui est le plus grave, donc avec la fraction d'éjection inférieure à 40%, donc altérée. Eh bien, là, le traitement, il a été quelque peu modifié sur ces dernières années et on a classé les médicaments en ceux qui réduisent la mortalité. Donc, c'est pas quelque chose de petit, hein, ça réduit la mortalité. Et là, c'est une quadrithérapie qu'on va détailler succinctement juste après. Il y a également les médicaments qui vont réduire les hospitalisations et parfois la mortalité dans certains types de patients. Ce sont les diurétiques. Donc, en fait, ça réduit les symptômes et ça réduit le risque d'hospitalisation. Et puis, vous pouvez également avoir les ARB si jamais il y a une intolérance aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, ce qui est très, très important à retenir sur cette diapositive, c'est la quadrithérapie qui réduit la mortalité chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection altérée. Et ensuite, ceux qui réduisent les symptômes et donc le risque d'hospitalisation, les diurétiques. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc là, dans ces mêmes recommandations en 2021, on a cette fameuse quadrithérapie. Je vous l'ai mis ici juste pour que vous puissiez voir le grade de la recommandation. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais classiquement, c'est les recommandations de la plupart des sociétés internationales savantes sont en fonction de ce qu'on appelle la classification grade, et le grade 1 est le grade le plus fort. Donc souvent, c'est basé sur des essais randomisés contrôlés, des méta-analyses, et donc c'est vraiment un niveau de preuve qui est stable dans le temps. On pense que les études futures ne vont pas modifier ce niveau de preuve. Donc, les 4 médicaments de cette quadrithérapie sont recommandés avec le plus haut niveau de preuve.
Donc, voici les 4 niveaux, les 4 médicaments recommandés dans cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc, vous avez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine et de la népréséline, les antagonismes des récepteurs minéralocorticoïdes, les bêta-bloquants et les médicaments inhibiteurs cotransporteurs du sodium glucose 2, qu'on voyait initialement chez les patients diabétiques et qui ont été étendus dans l'insuffisance cardiaque pour leurs bénéfices. On peut avoir en alternative donc les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine si on a une intolérance aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et chez certains patients, notamment les patients symptomatiques avec une congestion, on va introduire des diurétiques, mais là je les ai mis en vert clair parce que ces médicaments-là influent sur l'hospitalisation, tandis que les 4 autres influent directement sur la mortalité du patient insuffisant cardiaque. Donc, c'est important à connaître parce que quand vous allez voir vos patients, comme vous le savez, nos patients, ils sont pas toujours parfaits, ils sont pas toujours optimisés sur le plan médicamenteux. Et donc, ça va être important pour vous de détecter le patient qui n'a pas vu son cardiologue depuis 5 ans et qui mériterait probablement d'avoir un traitement optimal de son insuffisance cardiaque et qui n'en bénéficie pas. Ça va vous permettre d'identifier qui n'a pas ce traitement et qu'il faudra adresser au cardiologue si vous avez le temps en préopératoire. Donc, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique aujourd'hui, elle repose, sur cette quadrithérapie, plus ou moins les diurétiques pour la congestion et réduire l'hospitalisation. Et elle a également d'autres facteurs que sont le contrôle de la fréquence cardiaque, donc souvent c'est assuré par les bêta-bloquants uniquement, le contrôle tensionnel par les médicaments antihypertenseurs, donc là il y en avait plusieurs dans la quadrithérapie déjà disponibles. Il faut également dépister une arythmie qu'il faudra traiter et prévenir, notamment dans le contexte périopératoire, parce que c'est un facteur aggravant de risque de complications post-opératoires, et également détecter les comorbidités, en particulier l'insuffisance rénale chronique chez ces patients, mais également le diabète, l'obésité et tous les facteurs de risque cardiovasculaire ou de syndrome métabolique au sens large. Alors, le contexte, juste pour vous rappeler, l'insuffisance cardiaque chronique, ça représente à peu près 1 à 2% des patients dans la population générale et ça va jusqu'à plus de 10% chez les plus de 70 ans. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'on va avoir des patients de plus en plus âgés et de plus en plus comorbides. Et donc, on va rencontrer en fait de plus en plus souvent ces patients. Alors, pourquoi c'est intéressant en post-opératoire, en périopératoire de le prendre en compte? Eh bien, parce qu'en fait, c'est un facteur de mortalité indépendant et de complications post-opératoires, notamment cardiaques, extrêmement élevées. Si vous comparez la mortalité à J30 et à J90 des patients insuffisants cardiaques versus ceux qui ne sont pas insuffisants cardiaques, eh bien, vous voyez, à J30, donc à 1 mois, vous avez quasiment 3 fois plus de décès chez les patients insuffisants cardiaques et 2 fois plus à J90. Donc, c'est absolument majeur, surtout quand on sait que les chirurgies à haut risque en France, eh bien, c'est considéré au-delà de 3%. Ça veut dire que ces patients ont une mortalité extrêmement élevée en post-opératoire. Un autre élément à prendre en compte, et c'est pour ça que je me suis placée volontairement dans le cas le plus sévère, c'est que plus la fraction d'éjection est altérée, eh bien, plus le risque de mortalité et de complications post-opératoires sera important. Donc, ici, vous avez schématisé le risque d'événements cardiaques en post-opératoire. La courbe bleue, ce sont les patients non cardiaques et la courbe verte, c'est les patients cardiaques. Quand vous avez la chirurgie, vous le savez, comme tout patient, vous allez avoir une perte de la capacité fonctionnelle et puis vous allez avoir des risques d'événements qui vont survenir au cours du temps. Chez les patients cardiaques, cette capacité fonctionnelle, elle va s'effondrer encore plus et d'autant plus qu'elle est en urgence. Tout ça pour dire que ces patients, ils sont déjà sur une courbe où ils sont plus à risque de faire des complications et ils vont faire d'autant plus que leur maladie est grave et qu'ils sont pris en charge en urgence. Alors, pour nous guider, il y a des recommandations qui sont sorties récemment, là en 2022, sur la prise en charge des patients cardiaques en chirurgie non cardiaque. On va se focaliser bien sûr principalement sur les patients insuffisants cardiaques, mais on va refaire un peu le point au sens large. Tout d'abord, juste pour vous dire que le risque global du patient, il s'évalue bien sûr en fonction du risque lié au patient et le risque lié à la chirurgie. Et vous avez le tableau classique à double entrée qu'on voit. Et bien sûr, si le patient est à haut risque et la chirurgie est à haut risque, on est dans la catégorie de risque le plus élevé. Les chirurgies, comme je viens de vous le dire, ont été classées en fonction du risque, en fonction de la mortalité. Une chirurgie avec un risque de mortalité inférieur à 1% était considérée comme donc un faible risque et supérieur à 5%, c'était un risque élevé.
Et les risques intermédiaires, ici, ont été retenus, c'était 1 à 5%, sachant que, pour exemple, EUSOS, donc une cohorte de patients européens, eh bien, le risque élevé était considéré déjà au-delà de 3%. Donc, 5%, c'est déjà extrêmement élevé et vous pouvez voir que c'est des chirurgies majeures uniquement. Donc, le risque global du patient, eh bien, il va être sur ses comorbidités, pas que sur son insuffisance cardiaque, et bien sûr le risque de saignement et le risque thromboembolique, le risque hémodynamique et d'arythmie, notamment post-opératoire, et le risque, bien sûr, lié à l'hypovolémie, l'hypotension. Alors, pour évaluer ces patients en préopératoire, vous avez là ici l'algorithme pour les patients cardiaques en chirurgie non cardiaque au sens large. Donc, c'est toujours le même raisonnement. Si vous êtes dans une chirurgie urgente, ben, vous n'allez pas avoir le temps d'évaluer votre patient, vous allez faire pour le mieux. Si c'est time sensitive, ça veut dire en fait, par exemple, vous avez une chirurgie carcinologique, donc vous n'avez pas 6 mois devant vous, vous ne pouvez pas, par exemple, envisager une revascularisation pour une cardiopathie ischémique ou pour optimiser un traitement médical et réévaluer à 3 mois. Dans ce cas-là, vous discutez de façon multidisciplinaire avec les collègues qui le prennent en charge. Si la chirurgie est programmée et que vous avez le temps, et bien dans ce cas-là, bah, vous faites comme d'habitude. D'abord, vous faites l'histoire clinique, les tests de laboratoire standard, et puis bien sûr, vous allez optimiser son traitement médical avec donc la quadrithérapie que je vous viens de vous montrer pour les patients insuffisants cardiaques. Vous allez le réadresser à son cardiologue si nécessaire. Et puis, s'il fume, vous allez bien sûr l'encourager à arrêter de fumer, puisque c'est un des seuls facteurs de risque modifiables de mortalité en post-opératoire. Ici, vous avez résumé la stratégie préopératoire chez les patients de moins de 60 ans sans risque cardiovasculaire, plus de 60 ans avec des risques cardiovasculaires ou avec une maladie cardiovasculaire. Donc, nous, on est dans cette catégorie ici pour notre patient insuffisant cardiaque qui a déjà une maladie cardiovasculaire. Si le risque est faible, eh ben, il n'y a pas d'examen particulier à faire. Donc là, je pense par exemple à une coloscopie. Vous n'allez pas faire forcément d'examen en préopératoire. Pour un risque intermédiaire de chirurgie, vous allez là faire un électrocardiogramme préopératoire pour avoir une référence et dépister une arythmie, une cardiopathie ischémique qui n'aurait pas été dépistée. Vous allez dépister également la capacité fonctionnelle à l'effort avec, par exemple, le MET et les scores cliniques tels que le score de Lee. Et puis, pour les patients qui sont à risque les plus élevés, vous allez les réadresser en cardiologie et discuter de façon multidisciplinaire de la meilleure stratégie pour ces patients. Donc, pour les patients en préopératoire, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, on refait l'histoire clinique, on les évalue de façon classique en préopératoire et surtout, on optimise le traitement médical avec la fameuse quadrithérapie s'ils en bénéficient pas. Pour les patients qui ont spécifiquement une dyspnée et des œdèmes périphériques, donc on peut imaginer notre patient insuffisant cardiaque, ECG et NT-proBNP. Le NT-proBNP, là, ça va être, ou BNP, selon ce que vous disposez dans votre établissement, c'est primordial parce que ça va vous permettre d'avoir le niveau de base du patient. Il est probablement déjà élevé chez ce patient et donc ça va vous rassurer en post-opératoire quand vous allez le mesurer. Si vous savez que le PNP est déjà, je sais pas, à 5000, et ben vous allez en post-opératoire, ne pas être inquiété s'il est à 5500, alors que s'il était à 3000 et il passe à 7000, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a peut-être une insuffisance cardiaque aiguë sur chronique et vous allez devoir la traiter. Il faut une échocardiographie et tout ça, il faut que ça soit récent. Donc, il faut un dosage, un du BNP, un dosage, un électrocardiogramme et une échocardiographie qui seront récents, donc moins de 6 mois au minimum, en l'absence, bien sûr, d'événements intercurrents durant cette période. Il faut également évaluer ce que la fragilité, la capacité physique. Ça, vous l'avez déjà entendu en dehors de l'évaluation cardiovasculaire chez les patients de plus de 70 ans qui vont avoir une chirurgie qui présente un risque intermédiaire ou élevé. Et ça, vous allez le dépister avec un score que je vais vous présenter juste après. Vous allez également évaluer la capacité à l'effort avec la capacité à monter 2 étages, donc un équivalent métabolique supérieur à 4. Et vous pouvez également utiliser le score de Lee pour évaluer tout ça. Pour la fragilité clinique, la Société de cardiologie européenne recommande d'utiliser cette échelle. Et donc, vous voyez, ça va de très athlétique à maladie terminale. Et vous avez des exemples ici sur chaque catégorie intermédiaire.
En préopératoire, on l'a dit, il faut faire un électrocardiogramme qui va être votre base. Il y a une nouvelle recommandation qui, vous le voyez, est une classe 1 qui incite à mesurer, à doser en préopératoire la troponine T ou I ultrasensible et également à 24 et 48 heures après l'intervention. Donc ça, c'est des recommandations qui sont parues là en août de l'année dernière. Et cette partie, en tout cas en France, est assez débattue puisque jusqu'ici, c'était pas en tout cas dans les pratiques courantes de faire une troponine systématique en préopératoire et 24-48 heures. Donc, on n'a pas de recommandations propres en France sur le sujet, on a que ces recommandations européennes. Et donc, aujourd'hui, la question est de savoir s'il y a un intérêt à faire ça de façon systématique ou non, et surtout, qu'est-ce qu'on en fait si on a une troponine élevée en post-opératoire. Donc, je vais vous apporter quelques éléments de réponse un peu plus loin. Est-ce qu'il faut faire une imagerie préopératoire? Eh ben, on l'a dit, chez les patients qui sont insuffisants cardiaques, il faut faire une échocardiographie qui date de moins de 6 mois et également au sens large, chez les patients qui ont une capacité fonctionnelle faible, donc un mètre inférieur à 4, des peptides natriurétiques qui seraient élevés ou alors un souffle que vous détecteriez à la consultation d'anesthésie chez les patients qui seraient éligibles à une chirurgie à risque élevé. Concernant les échographies de stress ou les imageries de stress, il faut les considérer uniquement chez les patients qui vont avoir une chirurgie à risque élevé et qui sont asymptomatiques mais qui ont une capacité fonctionnelle qui est faible ou qui est difficile à évaluer, ou alors avant une chirurgie vasculaire. Pour les coronarographies, eh bien, c'est uniquement chez les patients qui sont suspects ou qui ont des biomarqueurs négatifs et chez qui vous êtes vraiment très suspect. Donc, en pratique, vous allez discuter cette indication avec le cardiologue, et pour le patient insuffisant cardiaque, en théorie, votre patient est suffisamment suivi, et si ce n'est pas le cas, il faudra en discuter avec le cardiologue et c'est lui qui prendra la décision. Si on en vient à la gestion des traitements préopératoires, il y a quelques nouveautés avec les recommandations 2022 par rapport à celles qui dataient de 2014. Mais il faut bien prendre en compte le grade des recommandations pour voir si vous les prenez en compte ou pas, ou si vous pouvez les adapter pour votre patient. Donc, pour rappel, le grade 1 qui est représenté en vert, donc il n'y en a pas sur cette diapositive, c'est le plus élevé. Le grade 3 ici, enfin, selon leurs recommandations à eux, c'est une recommandation négative, mais qui est également de force extrêmement élevée. Et ensuite, vous avez le jaune et le orange, et ça, c'est des probabilités intermédiaires. Donc maintenant, il est recommandé chez les patients qui devraient avoir une statine et qui n'en ont pas, de l'initier probablement en préopératoire. Donc c'est une recommandation avec un niveau de grade intermédiaire. Donc vous pouvez l'initier, c'est pas une faute, et c'est pas une faute de ne pas l'initier non plus. Pour le bêta-bloquant, il est toujours recommandé de ne pas l'initier en préopératoire, et dans certains cas particuliers, vous allez pouvoir en discuter avec le cardiologue. Alors, pourquoi on n'initie pas les bêta-bloquants en préopératoire? Ça, c'est une étude qui est maintenant ancienne, puisqu'elle date de 2008, elle a été publiée dans le JACC, et elle portait sur plus de 2000 patients insuffisants cardiaques aigus aux États-Unis. Et vous aviez à l'époque la stratégie qui avait été faite de regarder la mortalité en fonction de est-ce que le patient a eu une initiation des bêta-bloquants sur la courbe en jaune, est-ce qu'ils ont été continués sur la courbe en bleu, et est-ce qu'ils n'avaient pas de traitement, pardon, et est-ce que les bêta-bloquants ont été arrêtés avant l'intervention? Et vous voyez que c'est la courbe rouge qui présente la mortalité la plus élevée. Donc, on n'arrête pas les bêta-bloquants en préopératoire. Maintenant, pour les traitements à continuer, donc on continue les bêta-bloquants, ça vous l'avez compris, on continue les statines si elles sont déjà présentes, et on peut discuter chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque stable de continuer les inhibiteurs de l'angiostérone, je vais y arriver, excusez-moi, du système régine-angiotensine. En revanche, vous allez interrompre chez les patients qui sont sans insuffisance cardiaque, donc les inhibiteurs de RAS, et les diurétiques pour traiter l'hypertension. En revanche, on pourra discuter éventuellement chez les patients qui sont insuffisants cardiaques congestifs de les maintenir ou non, mais vous allez en discuter avec le cardiologue et de façon multidisciplinaire. Et on va également interrompre les inhibiteurs de la SGLT2 3 jours avant la chirurgie à risque modéré ou à risque élevé.
Le risque thromboembolique, il va falloir l'apprécier chez ces patients qui sont à un risque plus important de faire des complications thromboemboliques, notamment d'embolie pulmonaire en post-opératoire. Ce qui est proposé par ces recommandations, c'est d'utiliser le score de Caprini avec une partie pour la chirurgie non orthopédique et une partie pour la chirurgie orthopédique. Et vous avez tout un tas d'items et en fonction du score de chaque item, eh bien, vous allez pouvoir calculer le score total et un score supérieur ou égal à 9 est un score qui va être à haut risque de complications thromboemboliques. La nouveauté également, c'est que pour une fois, les recommandations donc, vont prendre en compte la stratégie de blood management, donc de préservation et d'épargne sanguine pour ces patients. Il est recommandé pour les patients qui vont avoir une chirurgie à risque intermédiaire ou élevé de doser l'hémoglobine, de traiter une anémie avant une intervention. Et chez les patients qui vont avoir une perte sanguine estimée à plus de 500 millilitres, et chez qui, bien sûr, il n'y a pas de contexte carcinologique et qu'on peut le faire, d'utiliser un TELT saver. Et enfin, la dernière ligne, il recommande d'utiliser un point of care pour diagnostiquer et guider le remplissage vasculaire et les pertes sanguines. Et donc ça, c'est l'utilisation en fait de plusieurs outils de monitorage hémodynamique pour pouvoir guider notamment ces pertes sanguines. Donc, chez le patient insuffisant cardiaque en particulier et chez le patient cardiaque au sens large, vous allez donc dépister l'anémie préopératoire avec est-ce qu'il y a une probabilité de transfusion importante ou pas associée à ce geste. Si la probabilité est importante, il va falloir que vous puissiez définir le statut vis-à-vis de la carence martiale pour ce patient. Et donc, vous allez pouvoir doser la ferritine, le coefficient de saturation de la transférine, pour pouvoir identifier une carence martiale. Et si jamais il y a une carence martiale qui est identifiée, alors il faudra la corriger avant l'intervention. Maintenant, les recommandations spécifiques pour nos patients qui sont insuffisants cardiaques, eh bien, il va falloir évaluer donc la fonction cardiaque gauche, donc toujours échocardiographie de moins de 6 mois, l'ENT-proBNP pour avoir une valeur de référence, optimiser leur traitement, leur quadrithérapie, et il va falloir évaluer régulièrement leur statut volémique et les signes d'hypoperfusion pour éviter de passer sur une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, les enjeux en pré-op, c'est les antécédents cardiovasculaires, les derniers examens, la tolérance à l'exercice et le recours donc aux explorations complémentaires, ECG, écho-cœur, peptide natriurétique. Donc ça, c'est indispensable. Et en particulier, les peptides natriurétiques qui vont vous permettre de stratifier le risque et d'avoir une référence. En péropératoire, il va falloir optimiser l'hémodynamique, éviter toute douleur aiguë. Ça, en tant qu'anesthésiste réanimateur, je pense que vous êtes tout à fait au point pour ça. Et il va falloir éviter d'avoir des hypotensions artérielles de plus de 20% par rapport à la pression de base ou en dessous de 60-70 mm de mercure. Et vous voyez qu'il y a marqué pendant une durée de 10 minutes. Il propose même une stratégie de gestion de l'hypotension en péropératoire en identifiant le mécanisme sous-jacent. Est-ce que c'est une vasodilatation? Est-ce que c'est une hypovolémie? Ou est-ce que c'est une autre cause? Avec des stratégies différentes. Alors, pourquoi c'est important de limiter l'hypotension artérielle? Ici, vous avez les doses cumulées de durée d'hypotension artérielle sur une femme inférieure à 55 mm de mercure, donc de 0 à plus de 20 minutes. Et vous voyez que pour déjà 6 à 10 minutes, pour le risque rénal, eh bien, vous avez une majoration de l'odds ratio et donc du risque d'insuffisance rénale post-opératoire dès 6 à 10 minutes d'hypotension. Pour le risque cardiovasculaire, c'est encore pire, le risque est encore plus élevé dès 6 à 10 minutes. Ici, vous avez le risque de faire des complications cardiovasculaires en post-opératoire et ici d'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire. Ici, c'est la durée représentée en fait d'hypotension artérielle avec de 1 minute à 10 minutes sur la courbe noire. Et quand vous avez une hypotension artérielle inférieure à 65 mm de mercure, eh bien, vous avez un risque majoré dès donc la PAM est inférieure à 65 de complications cardiovasculaires et rénales. Donc, ce qu'il faut, c'est monitorer quand vous avez un risque élevé, bien sûr, pour le patient et pour la chirurgie, de façon systématique, le VES ou le débit cardiaque pour pouvoir réaliser de l'optimisation hémodynamique et donc se trouver ici. Donc, ne pas se trouver dans la zone d'hypovolémie où on a un risque d'ischémie et d'hypoxie ou alors sur la zone d'hypervolémie avec un risque d'œdème et d'hypoxie. On veut se trouver sur la part ascendante de la précharge
pour pouvoir optimiser notre patient. Donc, un algorithme qu'on pourrait présenter, c'est toujours le premier monitorage de la hémodynamique, c'est la profondeur d'anesthésie. Si le BIS est correct, ou votre autre monitorage, est-ce que votre patient est vagal? Si c'est pas le cas, alors vous allez faire une épreuve de remplissage, un bolus de 200 à 250 ml en moins de 10 minutes. Si le VES est plus de 10%, au moins de plus de 10%, alors vous avez une hypovolémie. Vous allez réaliser un hémocu pour savoir si vous transfusez ou si vous réalisez une expansion volémique par du cristalloïde. Et si le VES n'augmente pas avec votre épreuve de remplissage, alors vous allez partir sur une stratégie de vasoplégie et associer des vasopresseurs. Donc, monitorer le débit cardiaque en péropératoire chez les patients à risque élevé et en chirurgie à haut risque, c'est fondamental. Ça va vous permettre d'optimiser l'hémodynamique et ainsi de réduire la morbidité post-opératoire, la durée de séjour, diminuer les infections du site opératoire, une reprise plus précoce du transit également en chirurgie digestive. Et pour les patients qui sont polytraumatisés, vous allez même diminuer la durée de séjour en réanimation. Il y a également un intérêt à réaliser, comme pour tous les patients, mais encore plus pour ces patients, la ventilation protectrice, notamment par l'effet sur le ventricule droit et donc l'optimisation hémodynamique ainsi. Maintenant, les complications cardiaques en post-opératoire. Tout d'abord, il faut identifier les patients qui sont les plus à risque de présenter ces complications post-opératoires. Vous avez les patients qui sont chroniques, avec un âge élevé supérieur à 75 ans, une cardiopathie ischémique, notre fameux patient insuffisant cardiaque, donc celui-là est particulièrement à risque de décompensation post-opératoire et de complications cardiovasculaires au sens large, donc incluant les défaillances rénales également. Et bien sûr, tous les patients qui sont dans des situations semi-aiguës. En fonction également de la procédure, vous allez avoir des risques qui vont être majorés, bien sûr, quand vous avez un patient qui est pris en charge en urgence, dans un contexte d'hypotension et d'hypercoagulabilité, d'inflammation, de tachycardie et d'hypothermie. Les facteurs associés à la chirurgie vont être l'hypotension artérielle, le saignement, l'hypoxémie, la tachycardie et la douleur. Et vous allez avoir plusieurs types de complications. Les principales complications cardiovasculaires, ça va être l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque aiguë, particulièrement chez notre patient insuffisant cardiaque chronique, l'arythmie, l'embolie pulmonaire, l'AVC et bien sûr la mort par cause cardiovasculaire. Pour dépister ces complications cardiaques en post-opératoire, l'ESC propose de réaliser donc une stratégie basée sur l'électrocardiogramme et le dosage de la troponine. Donc, vous les mesurez avant l'intervention chez les patients à risque élevé et chirurgie élevée. Au moment de la chirurgie, il propose également de doser à la troponine pour faire un delta de troponine et après la chirurgie à 24 et 48 heures et de faire un delta de troponine pour pouvoir faire un diagnostic d'infarctus du myocarde post-opératoire. C'est ce qu'il propose ici, donc sur le delta, pour identifier donc le post-opératif myocardial infarction. Et ensuite, bien sûr, d'identifier la cause avec une évaluation clinique, un électrocardiogramme et une échocardiographie. Pardon. Donc, les recommandations pour la détection des complications cardiovasculaires, eh bien, nous, c'est ce qu'on vient de voir, c'est de screener les patients pour un infarctus du myocarde en post-opératoire, donc basé sur l'ECG et la tropo, de traiter, bien sûr, ces complications post-opératoires, donc comme toute complication. Donc, si vous avez un syndrome coronaire aigu, il faudra le prendre en charge de la même façon, une insuffisance cardiaque aiguë et les tachyarrhythmies également qu'il faudra prendre en charge. En cas d'embolie pulmonaire, bien sûr, il faudra initier de façon la plus précoce possible l'anticoagulation curative en accord avec, bien sûr, la chirurgie et ce qu'elle permet. Et il faudra poursuivre cette anticoagulation curative de façon prolongée, au moins 3 mois, et préférentiellement avec une anticoagulation orale. Donc ici, encore une fois, résumer la cause, l'algorithme pour diagnostiquer
une ischémie myocardique après une intervention, donc avec le relargage des différentes troponines, ou doser la troponine. Et donc là, il va falloir faire le diagnostic différentiel. Est-ce que c'est une élévation chronique de la troponine, d'où l'intérêt d'avoir une base en préopératoire qui vous sert de référence, ou est-ce que alors c'est une augmentation aiguë de la troponine, et si oui, quelle en est la cause? Alors, si ça a une augmentation aiguë, et ben ça peut être un sepsis, ça peut être une embolie pulmonaire, ou ça peut être un AVC. Mais ça peut également être toutes ces causes qui sont des causes cardiaques et qu'il faudra traiter en tant que telles pour chaque patient. Donc, en conclusion, pour les patients à insuffisance cardiaque chronique, il est important de savoir aujourd'hui qu'il y a une nouvelle quadrithérapie qui est la thérapie de base pour les insuffisances cardiaques chroniques à fraction d'éjection altérée, qui repose sur les bêta-bloquants, les inhibiteurs des SGLT2, les IEC et les récepteurs, les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. Il va falloir envoyer au cardiologue lorsque vous avez le temps aux patients en suivi cardiaque pour vous assurer qu'ils ont bien le traitement optimal et bien selon les dernières recommandations. L'évaluation préopératoire, elle est fondamentale, notamment pour évaluer la capacité à l'effort, la fragilité chez les patients les plus âgés. Il y a besoin de refaire, dans le cadre d'un patient en suivi cardiaque, si ce n'est pas été fait dans les 6 derniers mois, un électrocardiogramme, des peptides natriurétiques et une échocardiographie. Il va falloir gérer les traitements périopératoires et les reprendre le plus précocement possible. Le fait de ne pas discontinuer les bêta-bloquants est toujours d'actualité. Et enfin, il faut surtout garder en tête que l'insuffisance cardiaque, c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire, de faire des complications à la fois cardiovasculaires, rénales et de décéder. Donc, il est fondamental en péropératoire de monitorer le débit cardiaque ou le VES pour optimiser l'hémodynamique de ce patient et de lutter contre l'hypotension artérielle qui majore de façon dramatique les complications post-opératoires. Je vous remercie de votre attention.